Avant de procéder à l'appel, et Emmanuel Porc ayant été désigné secrétaire de séance, vous indiquez que nous avons changé d'organisation quant à la retranscription des débats. C'est-à-dire qu'en réalité, avant on le faisait en interne, c'était assez chronophage, ça se traduisait des fois par des retards dans la transmission du PV. Et j'allais dire, il n'y a pas forcément la valeur ajoutée. Désormais, c'est une entreprise spécialisée qui prend la bande et qui, à partir de ça, fait la retranscription, le procès-verbal écrit. Et donc, il est très important, il y a deux choses importantes. Premièrement, si vous ne parlez pas dans votre micro et que votre micro est allumé, on ne vous entend pas et donc ça ne pourra pas être retranscrit. Et deuxièmement, je vous demande, même si moi je vous connais, que chacun d'entre vous indique son nom et prénom avant de commencer à parler, de manière à ce que quand les personnes vont avoir la bande, qu'ils puissent travailler dessus. Je vais procéder à l'appel. Monsieur Alain Assement. Il a donné pouvoir à Didier Lecoeur. Didier Beaujouan. Marie-Louise Besson. Alors, Alain Bisson, on a reçu sa démission, me semble. Oui, on a reçu sa démission, donc il ne devrait plus être là. Et est-ce que comment ça se passe au niveau de Ranville? Il doit y avoir nomination d'un nouveau délégué au prochain conseil municipal. D'accord, donc tout de suite, mais il n'est pas marqué comme absent puisqu'il a démissionné, Alain Bisson. Hein. Philippe Blavette. Nadia Blin. Alexandre Bouillon. Jean-Louis Boulanger a donné pouvoir à Gérard Naïmi. François Caligny de la Haye. Thierry Cambon. Attendez, madame B.O. Merci beaucoup, madame. Julien Champin. Christophe Cliquet. Olivier Collin. Colette Krief, Denise Davout, Amandine de Baudet de Léon, Didier Delprete, Anne-Marie De Peigne, Annie Dubos, Tristan Duval, Bernadette Fabre, Jean-Louis Fouché a donné pouvoir à Amandine de Baudet de Léon. Christine Garnier. Daniel Garnier. Jean-Luc Garnier. Sophie Gauguin n'est pas là, elle est excusée. Pouvoir Olivier Collin. Annie-France Gérard. Patrice Germain. D'accord. Isabelle Grana. Jean-Luc Grescoviac. François Elie n'est pas là. Olivier Homol. Roland Journet. Valérie Kernowski. Harold Lafay, Alain Larousserie, Sandrine Le Baron, Didier Lecoeur, Annie Lelièvre, Francine Lelièvre, Denis Leloup, Laurent Lemarchand, Xavier Madeleine, Kelly Davout, Lionel Maillard m'a donné pouvoir. Serge Marie. Gérard Martin a donné pouvoir à Pierre Mouraret. Marie-Laure Mathieu. Denis Moisson.
Yves Moreau a donné pouvoir à Francine Lelièvre. Jean-François Morel a donné pouvoir à Alexandre Bouillon. Jackie Morin est absent. Johan Morlot. Stéphane Moulin. Pierre Mouharet. Gérard Naimi. Jean-Marc Payola. Il n'est pas là à l'heure actuelle. Martine Patourel. Brigitte Paturel. Pas Olivier présent. Sylvie Penel. Alain Perronnet n'est pas là. Géry Picodot. Emmanuel Porc. Patrick Thibout. François Vanier. Walter Gilles. Qui n'est pas là. Voilà. Donc absent. Alors, comme d'habitude, le premier point à l'ordre du jour concerne l'approbation des procès-verbaux des conseils de juin et de juillet 2023 qui vous ont été transmis avec la convocation. Alors, est-ce qu'il y a sur ces conseils de juin et de juillet des remarques? On n'en a pas reçu par écrit. Oui, Roland? Donc je n'ai pas reçu les comptes rendus. Ils étaient avec DocaPost, normalement avec la convocation. Avec DocaPost, mais ils n'étaient pas avec les mails. Ils n'ont pas été envoyés par mail. Non, ils ont été envoyés en même temps que la convocation. Je m'abstiendrai. Ils étaient par WeTransfer dans les mails? Non. Ils étaient dans le WeTransfer. Le WeTransfer était dans les mails. D'accord. Bon. Si on l'envoyait à un, on l'envoyait à tous. Voilà. Non, mais il n'y a pas de problème, Roland. Alors, je les fais voter l'un après l'autre. Donc, pour le Conseil de juin, qui est contre, qui s'abstient, une abstention, unanimité moins une abstention. Pour le Conseil du mois de juillet, qui vote contre, qui s'abstient, une abstention, et le reste est pour. Merci beaucoup. Annonce donc des décisions prises en vertu donc, de la délégation qui m'a été faite. Alors, j'ai sollicité auprès de l'État une subvention dans le cadre du Fonds vert pour le projet photovoltaïque. Dans le cadre de l'implantation, vous savez qu'on a décidé de mettre des ombrières sur les parkings du centre aqualudique de manière à couvrir ce qu'on appelle le talon de la dépense électrique, c'est-à-dire le fait que tant qu'il n'y a pas de baigneurs, toutes les questions de filtrage, de chauffage, tout ça, enfin pas chauffage sur le gaz, mais de filtration de l'air, tout ça, fonctionnent uniquement avec la puissance des panneaux photovoltaïques. Et donc, on a sollicité le Conseil, l'État, à la fois pour DETR Décile et pour le Fonds vert, sachant qu'au regard de ce qui nous a été dit récemment et compte tenu de la réfaction d'un certain nombre de fonds d'investissement, ça sera plutôt l'un ou l'autre. Mais également l'aide, on a sollicité la région et on a sollicité le département, donc pour essayer d'avoir un tour de table qui reste raisonnable pour nous. J'ai sollicité, non c'est tout, c'est la seule décision que j'ai prise et de laquelle je vous rends compte depuis notre dernier conseil. Premier point, désignation d'un référent déontologue au service des élus communautaires. Alors je pense que vous êtes tous au courant parce que de la plus petite à la plus grande commune, nous avons eu à prendre ce type de décision. Donc à l'instar de ce qui se pratique au Sénat ou à la Chambre des députés où ils ont un déontologue maison qui répond à leurs questions, il est demandé aux communes et aux communautés de communes, enfin aux EPCI, d'en désigner un. Alors, je le dis parce que des fois, il y a une mauvaise compréhension. On n'appelle pas déontologue parce qu'on n'est pas content de la délibération qui a été prise. On appelle le déontologue quand on a une question, soit mon oncle possède le terrain que la communauté de communes va acheter. Est-ce que je dois m'abstenir? Est-ce que je dois prendre part au débat? Est-ce que je dois quitter la salle? Voilà, c'est plutôt ce genre de questions
que l'on pose aux déontologues. L'Union amicale des maires et le centre de gestion ont travaillé conjointement de manière à préparer une liste. Voilà. Et donc, on choisit comme on veut sur cette liste un déontologue, et ce sont des personnes qui, bien entendu, ont une formation juridique et qui, pour la plupart d'entre eux, ont travaillé dans les tribunaux administratifs par le passé. Voilà, donc, qui connaissent bien le monde des collectivités. Et donc, je vous propose, alors je ne vais pas vous donner, je pense que ça a peu d'intérêt, je peux vous donner, parce qu'il y en a certains qu'on connaît, même s'ils n'existent plus ici, ont été retenus, donc Antoine Bérivin, qui a été très longtemps au tribunal administratif de Caen et qui maintenant travaille pour le ministère de l'Agriculture, Philippe Boéton, qui est magistrat honoraire, et Sébastien Leclerc, qui est maître de conférence en droit public à l'université de Caen-Normandie. Donc voilà, des gens qui ont une approche sérieuse de ces questions. Oui, Didier. Oui, Didier Lecoeur, Criqueville en Auge. Bien. Juste une petite question. En fait, on parle de déontologue, référent déontologue, mais est-ce qu'il y a un code de déontologie? Est-ce qu'il y a des règles qui ont été établies et que l'on connaisse exactement? Moi, je vais, dans mon ancienne profession, oui. Maître Porc le sait très bien, on avait, en tant que président de chambre de discipline l'un et l'autre, on avait de quoi se référer si il y avait des problèmes de déontologie. Et là, on nous demande de choisir un référent déontologue. Je pense qu'ils ont parfaitement la capacité, mais comment, en fonction de quels critères vont-ils... Et nous-mêmes, on pourrait être au courant d'un minimum de règles de déontologie. Alors, mon cher Didier, que ce soit au conseil municipal de Criqueville ou ici dans cette enceinte, nous avons adopté la charte de l'élu au début du mandat. Voilà, et cette charte de l'élu, c'est la règle de déontologie des élus locaux. Alors, Bernadette, vous n'étiez pas là tout à l'heure. Maintenant, les débats sont enregistrés, sont retranscrits après par des personnes qui ne nous connaissent pas. Donc, quand on prend la parole, il faut automatiquement avoir le micro allumé et il faut annoncer son nom, son prénom et la commune que l'on représente. Donc, je le dis pour ceux qui transcriront, Bernadette Fabre, commune d'Amfreville, et la question posée est comment ces personnes ont été choisies. Donc, elles ont été, on a questionné le tribunal administratif pour commencer, et c'est comme ça qu'on a réussi à avoir ces personnes. Je le dis tout de suite, ça n'est pas, je crois que le montant des honoraires qui sont payés par la communauté à chaque fois, c'est 80 € pour une question simple, 160 si c'est plus compliqué. Il n'y aura pas de déplacement parce que la plupart du temps, quand il y a une explication, elle se passe au téléphone ou en visio, mais voilà, ça se passe comme ça. Il s'agissait de trouver des personnes qui aient un peu de disponibilité, un peu de temps, et qui acceptent, ça n'a pas été simple, et qui offrent des garanties par leur passé, des garanties d'honnêteté, de sérieux, de droiture. Ça a été, on a croisé un certain nombre d'indices qui nous ont permis de retenir ces 3 personnes. On n'a pas encore désigné son déontologue. Il semblerait. Pas d'autres questions? Donc, je soumets cette délibération à vos suffrages. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Alors, Office de tourisme intercommunal, renouvellement du classement en catégorie 1. Simplement, le classement en catégorie 1 que nous avions était pour une entité qui comprenait donc l'ensemble des communes et surtout les 5 communes dans lesquelles il y avait un office de tourisme. Et donc, il nous est fait obligation, comme à la ville de Cabourg, de redemander le classement au vu de la nouvelle entité, c'est-à-dire une entité où Cabourg n'est plus, et Cabourg devra faire la même demande en tant que telle, étant entendu qu'il s'agit véritablement là d'une formalité, parce que comme dans un cas comme dans l'autre, le classement en catégorie 1,
qui est, je le rappelle quand même, indispensable quand on est station classée. Et donc il y a d'un côté Cabourg qui est station classée, de l'autre côté Houlgat et Merville-Francheville. Donc c'est une nécessité absolue. Et simplement, donc, il faut que la délibération soit prise pour redemander ce classement en catégorie 1. Est-ce qu'il y a des questions? Des oppositions? Alors, des votes contre? Non. Des abstentions? Non. Unanimité. Je vous remercie. Point suivant. Comme chaque année, alors chaque année c'est la même explication, le fameux FPIC, le nom imprononçable, hein, le fonds de péréquation, des ressources intercommunales et communales. Alors, je refais toujours un peu d'histoire, mais ça n'est jamais inutile de savoir comment nous en sommes arrivés là. Vous savez que nous avions adopté un pacte fiscal et que nous l'avons renouvelé lors du présent mandat. Et la situation, lorsque nous avons réuni les 3 communautés de communes, était la suivante. Déjà, le FPIC est un outil prévu par l'État et qui vise à ce que les collectivités les plus riches ou les moins pauvres, chacun se place où il veut, puissent aider celles qui ont moins d'argent. C'est un fonds, et puis d'un côté, soit on est contributeur, soit on est bénéficiaire. Et le principe qui a retenu la loi, c'est qu'au sein d'une même communauté de communes, si la communauté de communes est bénéficiaire, toutes les communes sont bénéficiaires. Si la communauté de communes est contributrice, toutes les communes sont contributrices. Ça, c'est la règle générale à laquelle il y a possibilité de déroger. La situation, et pour vous dire que c'était complexe, qu'il a fallu pas mal réfléchir, la situation qu'on a eue à régler en 2017, nous avions 3 cas de figure. Nous avions la CCED et Cabalor qui étaient contributeurs, donc qui payaient le FPIC, qui remplissaient la caisse. Et donc, toutes les communes de ces 2 intercommunalités payaient, et pour certaines payaient assez cher, des montants assez élevés. La communauté de communes Copadose était neutre, c'est-à-dire qu'elle n'était ni contributrice ni bénéficiaire, elle était à 0, elle était juste à la moyenne. Et Bois et Marais étaient bénéficiaires, c'est-à-dire que la communauté de communes Bois et Marais et les communes de Bois et Marais percevaient du FPIC. Si nous avions si nous avions simplement entériné le régime général et légal, ça se serait traduit par la chose suivante, c'est-à-dire que toutes les communes de Copadose qui ne payaient pas jusqu'alors se seraient mis à payer, je parle bien des communes, hein, et toutes les communes qui bénéficiaient, qui avaient une recette, se seraient vues également avec une dépense. Et ce que nous avons considéré à ce moment-là, c'est que tout le monde, c'est assez rare, mais tout le monde était gagnant dans l'affaire. Les communes qui, jusqu'alors, étaient débitrices, donc les communes de la CCED et de Cabalor. Comme, j'allais dire, nous étions plus nombreux et donc, entre guillemets, moins riches, le montant pour chacune des communes avait baissé de manière assez considérable. Donc, je crois qu'on avait perdu 30 à 40%, on avait 40% en moins à payer. Voilà. Donc, on avait un gain pour ces communes-là. Et donc, c'est comme ça qu'on a décidé, nous, on avait un gain. Copadose, il restait à 0. Et pour les communes de Bois et Marais, on a, dans le cas des attributions de compensation, compensé de manière à ce qu'elles perçoivent exactement la somme qu'elles avaient le jour où elles sont rentrées dans la communauté de communes. Cette décision doit être entérinée chaque année par un vote du conseil communautaire. Et là, il y a 2 solutions. Soit ce vote est à l'unanimité, et ça s'arrête là, le mode dérogatoire du FPIC est adopté, soit une seule personne s'abstient, et à ce moment-là, nous sommes obligés de partir devant les conseils municipaux et d'obtenir une majorité qualifiée, c'est-à-dire il faut que les 2/3 des conseils représentant la moitié des habitants votent pour, ou la moitié des conseils représentant les 2/3 des habitants votent pour. Ai-je été clair dans mes explications, ou souhaitez-vous des éléments complémentaires, ou Olivier, as-tu quelque chose à rajouter? Oui, peut-être Olivier Hommol, Olivier Hommol, VP Finance et adjoint à Houlgat. Oui, peut-être rajouter simplement que le montant
de cette contribution, de cette péréquation, est calculé par l'État chaque année, et que bien évidemment il varie, et qu'il se trouve que donc cette année, depuis d'ailleurs 3-4 ans, le montant qui nous est demandé comme contribution baisse légèrement. Je dis bien très légèrement parce que c'est de l'ordre de quelques pourcents de moins. Bon, donc il varie, et c'est pour cette raison-là qu'on est obligé de voter, et on doit voter dans les 2 mois qui suivent la notification par l'État du montant de ce que nous avons à verser. Donc ce qui vous est proposé, c'est le tableau que vous avez dans la délibération. Excusez-nous pour ceux qui l'ont imprimé, ça n'a pas été parfait, mais je pense que vous avez pu vous y retrouver. Et on a mis, pour que vous compreniez bien, on a mis le montant que toutes les communes qui payent quelque chose, qui donc doivent contribuer, on a mis le montant 2022 et on a mis à côté ce que donne le montant 2023 avec la même répartition, mais simplement en adaptant un petit peu pour tomber évidemment sur le chiffre global qui doit maintenant être de 238 065 pour cette année 2023, alors qu'il était de 246 745 l'année d'avant. Donc vous voyez, ça représente 8 000 € de moins à contribuer. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Pas de questions, pas de remarques. Je propose de passer au vote. Donc, qui vote contre? Pierre? Pas de vote contre. Qui s'abstient? Non, ben l'abstention, ça ne pose pas de problème. Tu peux t'abstenir. Non, c'est le vote contre qui bloque. Excuse-moi, je ne t'ai pas donné les vraies règles du jeu avant. Et donc, j'en conclus que tout le monde vote pour, et je vous remercie parce que ça correspond à un engagement du pacte fiscal et donc qui perdure de manière, j'allais dire, intéressante pour tout le monde. Et nous allons passer donc... Nous allons passer à une série de décisions modificatives budgétaires, puisque nous en avons de 4 à 10. Et donc, je donne la parole à Olivier Homolle pour présenter l'une après l'autre ces délibérations. Bien, Olivier Homolle de nouveau, donc, pour le... Ah bon. Alors... Tout d'abord, la délibération numéro 4, il s'agit du budget annexe GEMAPI. C'est une décision sans grand objet. Elle est simplement parce qu'on a eu en fait une erreur d'imputation pour les 48 000 € que représente l'adhésion au SMBD, au syndicat du bassin de la Dive. Je vous rappelle qu'en 2017, il a été délibéré ici qu'on adhérait à ce syndicat et que c'est lui qui assure ce que j'appellerais la GEMA par opposition à PI pour le bassin de la Dive. Et du coup, eh bien, ce montant-là, il n'était simplement pas imputé dans le budget, excusez-nous, dans le bon chapitre. Donc on le rectifie et on le remet dans le chapitre 65 et on le retire du 011, article 62-81. Voilà. Questions éventuelles? Non? Bien. On vote tout de suite, Président? Oui. Ah oui. Bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Délibération numéro 5. Il s'agit cette fois-ci du budget annexe assainissement, avec une décision modificative qui est simplement la suite de ce qu'on a voté au mois de juin dernier, qui était un certain nombre de créances douteuses qu'on a entérinées autour de cette table et dans lesquelles on avait dit qu'il faudrait effectivement mettre la ligne budgétaire correspondante puisqu'on n'avait rien du tout pour cela. Et donc on met 1 000 € au chapitre 68, en 68-17, qu'on prend sur le 011 60-66. Voilà. Bien, pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie, unanimité. Le suivant, c'est la même question, mais cette fois-ci pour le budget annexe du SPANC, dans lequel également on avait voté un certain nombre de créances douteuses et de non-valeurs. Et donc, vous avez la même chose, c'est-à-dire qu'on met
1000 euros au chapitre 68 et 300 euros au chapitre 65, et on prend les 1300 euros sur le chapitre 011 pour couvrir ces créances douteuses et ces non-valeurs. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération numéro 7, cette fois-ci on est dans le budget de l'Arbre Martin, avec la proposition donc de voter une modification budgétaire pour 1270 euros. En l'occurrence, c'est pour ajustement des ICNE, alors ça veut dire intérêt couru non échu, hein, parce que vous savez que quand on a fait dans l'Arbre Martin, on avait tout ressorti, tous les terrains et les bâtiments, et on les a redécoupés. C'était souvent des investissements communs avec des emprunts communs. Donc on a fait un découpage, et en fait, il y a un petit reste auquel on n'avait pas pensé, qui est que vous avez des intérêts courus non échus avec des portions d'intérêts qui courent, et qu'il faut quand même qu'on ait un plutôt bon endroit. Donc on a besoin de mettre ces 1270 euros à cet endroit-là, c'est-à-dire au chapitre 66, et on les retire du chapitre 011. Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 08, du coup, c'est cette fois-ci le budget annexe du centre aqualudique, avec également une décision modificative, cette fois-ci évidemment plus important puisqu'on parle de 2 millions d'euros, mais il faut bien dire que c'est uniquement pour écrire, pour des écritures d'ordre, hein, au chapitre de 041, donc ce n'est pas du tout une écriture réelle pour l'instant, c'est lié à l'avance de trésorerie qu'on avait votée au mois de, je ne sais plus si c'était en avril ou en mai, et dans laquelle on a versé cette avance de trésorerie, en l'occurrence 3 millions, du budget principal au budget du centre aqualudique, simplement pour pouvoir franchir les quelques mois qui viennent, hein, jusqu'à la fin des travaux, pour assurer qu'on n'ait pas de problème de trésorerie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait dessiné les deux courbes et montré qu'il manquait quelque chose qui allait avoisiner 2,5 millions, 3 millions, on ne savait pas très bien. Et on avait dit bien sûr qu'on allait le récupérer dès que possible. Et en fait, donc, il faut qu'on crée pour cela cette ligne en dépenses et en recettes dans le budget du centre aqualudique, pour pouvoir, en fin d'année, décider en fonction de l'avancement des travaux et de ce qu'on pourra, qu'est-ce qu'on pourra récupérer et faire remonter avant la fin de l'année le maximum de ce qu'on pourra. Alors on ne sait pas du tout aujourd'hui si ce sera 2 millions, on sait simplement que ça ne dépassera certainement pas les 2 millions, mais peut-être que ça ne sera que la moitié, on n'en sait rien. Mais en tout cas, on tient à avoir les mains libres pour pouvoir décider ça au dernier moment, le 15 décembre, en fonction de la situation financière qui sera, de trésorerie qui sera celle-là. Donc il s'agit simplement de faire cette résorption d'avance dès que possible de ce prêt qui avait été, de prêt de trésorerie qui a été donné au centre aqualudique. Donc on vous propose d'écrire cette fois-ci donc en écriture d'ordre, en 041, 2 millions, et même chose en dépenses comme en recettes. Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ensuite, alors, le budget annexe des ordures ménagères pour la délibération numéro 09. Vous avez là deux phénomènes. Vous avez un ajustement dans les crédits du produit de l'atome, parce que maintenant on a des chiffres définitifs, donc on a un petit peu plus que ce qu'on avait mis en prévisionnel dans le budget, en l'occurrence 147 000 euros. Et ça tombe bien parce qu'on a côté dépenses, dans les réparations de véhicules notamment, hein, des montants qui vont dépasser très certainement ce qu'on avait mis dans le chapitre 11 pour cela. En l'occurrence, on a mis 70 000 euros et ça va dépasser très largement. Alors, on met 136 000. Pourquoi? Parce qu'on met 11 000 par ailleurs pour créances douteuses. Hein, ça, c'est la suite comme dans les autres. Et que donc, il reste 136 000, mais on ne dépensera certainement pas 136 000 de plus que ce qui avait été prévu. Voilà. Pas. Bon. Allez. Pierre Mouroiré, donc maire de Dives-sur-Mer.
Je souhaitais intervenir parce que voilà, je voudrais à nouveau souligner la situation des ordures ménagères qui, je prends que l'exemple de ma ville, ne s'améliore pas du tout. Et au contraire, et je suis vraiment très inquiet de ce qui va devenir. Moi, je vois en ce moment des citoyens qui viennent me voir, qui sont vraiment remontés à bloc parce qu'ils viennent de recevoir leur taxe foncière avec l'augmentation de l'atome. Et ils me disent, on a moins de services, on paye davantage, et la ville est de plus en plus sale parce qu'il y a des dépôts sauvages, parce qu'il y a des sacs qui ne sont pas ramassés, etc. Donc ça devient vraiment très, très préoccupant. Je le dis calmement, mais c'est vrai que je pense qu'il faut vraiment, maintenant qu'on fasse au moins une chose, c'est qu'on améliore la situation, qu'on améliore le service. Ça passe par la communication, bien sûr, on l'a dit, hein, et c'est prévu, mais de mon point de vue, ça ne suffit pas. Pour améliorer la qualité du tri, la baisse des apports, la qualité de ramassage qu'il faudrait faire absolument, il faut aller au plus près du terrain, expliquer, convaincre, sanctionner si c'est nécessaire, sinon nous ne réglerons rien. La communication ne suffira pas, il faut vraiment aller au corps à corps avec les citoyens et aller les voir un par un pour essayer d'améliorer les choses. Moi, ça fait des mois et des mois que je demande ici qu'il y ait une rencontre entre les services de la ville qui font du ramassage, parce qu'il y a des ordures partout, ben, il faut les ramasser, les services de la communauté de communes qui exercent la compétence, et les organismes bailleurs qui ont aussi une responsabilité dans le travail à faire. Donc, ça fait plusieurs mois que je le demande, je n'ai pas de réponse. Je trouve que c'est vraiment très inquiétant pour la suite de la mise en œuvre de cette compétence. Et donc, je réitère cette demande. Moi, j'ai plein de propositions à faire pour améliorer les choses. Des points de regroupement qu'il faut peut-être changer de place, des possibilités de collecte en porte-à-porte, des retraits de points qui sont mal positionnés qu'il faut repositionner, des possibilités de doter les habitants de certaines rues parce que le camion ne peut pas passer, il est obligé de faire une marche arrière, de bacs individuels qu'on remet à certains endroits, de sensibiliser les commerçants non adhérents à la redevance spéciale qui, quelquefois, mettent leurs ordures ou leurs encombrants sur des points de rassemblement, et aussi l'entretien des points appartenant aux bailleurs sociaux ou autres, et afin de définir qui fait quoi entre la communauté de communes, la commune et les bailleurs. Donc voilà, je réitère cette demande et je souhaiterais bien que cette fois je puisse être entendu et que cette réunion puisse se faire afin d'améliorer ensemble le service, parce qu'on n'y arrivera pas s'il n'y a pas cette concertation. Si chacun fait les choses dans son coin, c'est sûr qu'on ne parviendra pas à améliorer le service, et du coup le mécontentement de la population va aller en grandissant. On peut co-signer. Alors, je soumets j'ai pris note, hein, Pierre, et on a maintenant un directeur qui est de l'aménagement qui est en charge de ces questions, et nous avons donc je peux le dire, la personne qui arrive au mois de décembre pour prendre en charge ce service, et la personne qui s'occupe de la régie, qui s'est occupée de la régie de Caen-la-Mer. Donc, elle est quand même, j'allais dire, c'est une professionnelle de bon niveau, de très bon niveau, et voilà. Donc, avec les propositions, enfin, le groupe avait travaillé. Il a vu quand même qu'il n'y avait pas de solution miracle. C'est ça que j'avais retenu. Mais véritablement, on va. Ah oui, mais ça qu'il y ait des améliorations. Et j'allais dire, Pierre, je le dis d'autant plus, si la commune est force de proposition, c'est-à-dire que si elle a identifié des choses que nous, on ne peut pas savoir, à savoir que tel point de regroupement n'est pas à l'endroit idéal, je pense que ça, effectivement, c'est quelque chose qui est de nature à faire évoluer les choses de manière... voilà, et je suis totalement preneur d'une réunion avec tes services, et Radia a noté, Ludovic également, et je prends l'engagement courant octobre, cette réunion a eu lieu. Oui. Oui, une petite chose, Patrice Germain, le vice-président en charge des déchets.
je sais qu'il y a un certain nombre de soucis, notamment sur la ville de Dives. Je voudrais simplement dire que, bon, on avait essayé il y a quelques mois d'avoir des réunions avec les services de la ville, que pour différentes raisons d'emploi du temps, ça n'a pas pu avoir lieu et je le regrette. Nous avons fait un certain nombre de réunions avec les bailleurs sociaux, parce que c'est là où, en tout cas, nous avons repéré le plus de difficultés, même si je ne nie pas les autres. Les réunions ont été assez difficiles et il n'a pas été possible jusqu'à présent de trouver de solutions. Il faut continuer à travailler et les propositions que tu fais, Pierre, me paraissent extrêmement positives et extrêmement intéressantes. Et effectivement, je rejoins Olivier pour dire que une réunion pourra être montée dans le courant du mois d'octobre avec toi-même et tes services. Alors, on en revient à notre question, donc, à ce vote. Donc, une meilleure perception de la TOM et au regard donc, des dépenses qui ne sont pas du même montant, mais comme il faut bien équilibrer le budget, on inscrit la dépense en dehors des 11 000 pour créances douteuses, on inscrit le reste donc dans les travaux sur les différentes bennes et véhicules. Ça clignole, c'est Géry qui a demandé la parole. Alors Géry Picodot, mairie de Cabourg, 1m82, 60 ans. Je voudrais juste intervenir, bien sûr, vous savez à quel point on est sensible aux déchets, notamment à Cabourg. Bon, il y a quand même eu un groupe de travail qui a été mené par Alexandre et qui s'est réuni depuis le mois de juin, même plus tôt, il me semble. Il y a un vrai groupe de travail où on a fait des forces de proposition, notamment. Denis siège avec nous, Denis Leloup, et donc il peut apporter des réponses. En tout cas, il nous fait des propositions et il pourrait aussi abreuver à Pierre les solutions qu'on a mis en place, nous, pour essayer de faire des propositions au Conseil et évoluer dans ce sens-là. Je ne défends pas spécialement le service déchets d'ANCPA, mais en tout cas, il y a des efforts qui sont faits. Nous, on siège, encore une fois, dans un groupe de travail qui va vous sortir des propositions. On a eu un budget supplémentaire de 100 000 € qui a été voté pour pouvoir communiquer davantage. On a bon espoir d'arriver à des solutions. On a quand même des objectifs qui ne sont pas inatteignables, hein, puisqu'on a fait réunion CIVEDAC où on nous annonce 10 à 15% d'amélioration sur le tri. C'est tout à fait faisable. Et moi, je suis très optimiste. Encore une fois, je le disais avant-hier au groupe, ou hier au groupe. Donc voilà, il y a des objectifs qui sont faciles à atteindre pour avoir des résultats importants. Donc voilà, tout est ouvert, il n'y a pas des gens qui travaillent d'un côté, d'autres de l'autre. Nous, on a des problèmes sur Cabourg, vous savez de quelle importance, notamment l'été. Moi, j'ai une proximité avec les services, je leur fais des propositions, ils sont toujours présents pour me trouver des solutions adéquates. Et donc, on a quand même, c'est pas chacun de son côté, on travaille tous ensemble et on améliore quand même de manière significative la collecte des déchets. Merci beaucoup, Géry, pour ce propos optimiste. Alexandre. Oui, merci. Alexandre Mouillon, Victo Ponfol. Donc, je voulais abonder dans le sens de Géry, puisque c'est un excellent porte-parole du groupe de travail que l'on a mené sur les derniers mois. Et justement, pour ajouter à ce qui vient d'être dit, l'objectif de ce groupe de travail, ça a été de rassembler des élus ou des représentants des différentes communes de la communauté de communes et donc de faire remonter des idées, des propositions de toutes parts sur le territoire. Et on s'est aperçu, même si on est arrivé en ayant plein d'espoir sur la manière de faire la révolution du service déchets, que les choses n'étaient pas si simples. Et prenons les choses les unes après les autres. On commence là à l'automne avec une campagne de communication qu'on veut choc pour inciter tous nos administrés, nos concitoyens à améliorer leur manière de trier les déchets parce qu'on considère que c'est actuellement une des meilleures clés pour améliorer notre service de collecte. Vous n'êtes pas sans savoir, puisqu'on en a parlé à de nombreuses reprises, qu'on a
grosses erreurs de tri sur notre territoire, qu'on n'est pas une des communautés de communes les mieux classées parmi celles qui sont collectées par le CIVEDAC. Et on a l'intention, peut-être diablement optimiste, mais on a l'intention avec cette campagne de communication de faire inverser un petit peu les choses. Et si dans le tri, et là c'est un appel à nos concitoyens, si dans le tri les choses sont améliorées, vous pouvez être certain que partout sur le territoire, on aura moins de difficultés à gérer un service des déchets qui actuellement est relativement surchargé, notamment à cause de ces difficultés à collecter une poubelle jaune qui est mêlée à tout un tas de déchets gris, à collecter des volumes de déchets gris qui contiennent du verre et des choses qui seraient compostables. Aujourd'hui, la collecte des déchets à une CPA, mais un peu partout autour, elle doit faire sa révolution, et la prise de conscience du tri des déchets, elle doit être celle de tous. Et dans notre groupe de déchets, on en a appelé justement à une meilleure collaboration entre les mairies et les services de NCPA pour que l'information, elle soit au quotidien relayée dans chacune des mairies. Et je ne pense pas ici qu'il y ait un seul élu qui n'aurait pas vu à un moment ou à un autre un de ses administrés lui demandant où va tel ou tel déchet, lui demandant comment faire mieux. Et on doit tous ensemble faire en sorte que notre niveau de collecte, notre niveau de tri sur la collecte des déchets soit amélioré. On va s'y employer. On a cette première partie de communication choc. Elle sera suivie d'autres actions dans les mois et les années à venir. Mais on ne laissera pas, de toute façon, la collecte des déchets dépérir, ou en tout cas devenir quelque chose de plus préoccupant que ce n'est le cas aujourd'hui. Allez, je vous remercie parce qu'on aura l'occasion certainement d'en reparler, d'avoir un exposé plus large sur ces questions. Là, on est juste sur une petite opération budgétaire pour prendre en compte la réalité des chiffres. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Et il nous reste budget principal, donc vote d'une décision modificative numéro 2. Pardon, excuse-moi, Olivier. Merci. Oui, Olivier Hommol de nouveau. Donc, il y a un certain nombre là dans le budget principal, bien évidemment, puisqu'on a vu les budgets annexes, c'est toujours plus simple, mais le budget principal, lui, il y a beaucoup de choses. Et donc, il y a un certain nombre de modifications qu'on passe qui sont soit en plus, soit en moins. Du côté du fonctionnement dans les dépenses, il y a 8 828 € et 3 350 € pour couvrir des dépenses d'intérêt d'emprunt suite à un emprunt qui avait été ventilé entre le budget principal et le budget annexe assainissement et dans lequel il y avait une petite erreur entre les deux. Au chapitre 68, 1 800 € pour les créances douteuses. Au chapitre 014, une fraction de TVA qu'il faut qu'on régularise parce qu'elle est parvenue après la clôture de nos comptes 2022 et que donc on doit la prendre en compte. Au chapitre 042, un montant plus important, cette fois-ci 204 000 € pour ajuster les amortissements, parce que sur les amortissements, il y a eu un travail considérable de fait, et donc il y a effectivement un montant plus important à mettre. En contrepartie, dans le fonctionnement dépenses, au chapitre 023, on propose de retirer 195 172 €, diminution de l'autofinancement et du transfert entre sections, c'est-à-dire de l'argent qu'on n'aura pas dont on n'aura pas besoin de le descendre entre sections. Et au chapitre 011 également, 1 800 € pour l'alimentation et 3 350 € pour des études, des recherches. Donc ça donne au total un montant de 48 255 d'augmentation des dépenses au total des modifications en plus et en moins. Même chose bien sûr côté recettes, et bien sûr c'est équilibré. Donc on a un remboursement par le budget annexe assainissement pour justement l'emprunt dont je vous avais parlé tout à l'heure, et puis également 30 599 pour ajuster le reversement de TVA supplémentaire sur cette année. Et en section d'investissement, on retrouve bien évidemment ces 204 000 €, on retrouve les 195 000
172 € et pour que l'ensemble soit évidemment cohérent et équilibré. Voilà. Mais rien donc de très particulier à signaler. C'est bon, je suis désolé, c'est la nécessité de mettre tout ça à jour au fur et à mesure. Voilà. Merci beaucoup Olivier. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques sur cette décision modificative? Pas de questions, pas de remarques. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Et nous passons au point suivant qui concerne la prise en charge des frais de scolarisation des enfants fréquentant l'école communale de Troarn avec la signature d'une convention qui vous est proposée. Je donne la parole à Kelly Davou. Donc, Kelly Davou, maire adjointe de Beaufour-Druval et vice-présidente du pôle jeunesse et scolaire, pour aujourd'hui en tout cas. Donc, avant tout, je vais juste rappeler quelques points principaux avant de délibérer sur le renouvellement de convention. Comme vous le savez, avant tout, c'est préserver le bassin de vie des enfants en garantissant l'accès à l'instruction, à une éducation de qualité, tout en prenant en compte les éléments tels que les activités extrascolaires. Cette convention, elle est établie pour une période déterminée, elle a expiré et nécessite une décision quant à son renouvellement. Je vais rappeler trois points principaux concernant la dérogation scolaire, sachant que la compétence scolaire n'est pas exercée sur la totalité du territoire. Depuis janvier 2017, elle est exercée sur les territoires de Copados, des communes issues de Bois et Marais. Depuis janvier 2018 également pour les communes issues de la communauté de communes de Cambremer. Comme vous le savez, les dérogations sont des exceptions à la règle qui permettent aux élèves de fréquenter une école qui n'est pas située dans leur secteur de rattachement. Elles sont accordées pour des raisons spécifiques et justifiées. Avant tout, le principe d'égalité doit être respecté. Et les trois motifs les plus courants sont les contraintes familiales, le regroupement de fratries qui est reconnu comme un droit. Nous devons tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. Les motifs médicaux, l'offre de formation spécifique. Ensuite, vous avez le bassin de vie des enfants. Bien entendu, le premier enjeu à considérer est le bassin de vie des enfants de Normandie-Cabourg-Pays d'Auge, scolarisés à Troarn. Et historiquement, les élèves de Saint-Sanson, Escoville et Touffreville faisaient partie de l'intercommunalité Bois et Marais et étaient à ce titre scolarisés en partie à Troarn. Ces liens historiques entre les communes justifient davantage le maintien de la convention. Ces élèves ont établi des relations et des habitudes au sein des écoles de Troarn. Et le renouvellement de la convention permettrait aux familles de continuer à bénéficier de ces activités qui facilitent la vie quotidienne. Un enjeu aussi important, la continuité avec le collège de secteur. Le collège de secteur pour ces enfants se trouve également à Troarn. Le renouvellement de la convention de participation aux frais de scolarité en primaire facilite la transition naturelle des élèves vers le collège, assure ainsi une continuité éducative et pédagogique précieuse pour leur réussite scolaire. Donc, les conséquences, en fait, elles n'existent pas. L'absence d'impact sur les écoles de Dozulé et d'Escoville, alors notamment les écoles de Dozulé, il est essentiel de noter qu'il n'y a absolument aucun impact en cas de renouvellement de la convention. En effet, peu d'enfants de Saint-Sanson fréquentent l'école de Dozulé, ce qui signifie que le maintien de la convention ne perturberait pas significativement la capacité de cette école. Aujourd'hui, sur 330 enfants scolarisés à Dozulé, en 2023-2024, aucun élève de Saint-Sanson est recensé, et depuis 2022. L'école d'Escoville, il convient aussi de noter qu'il n'y a actuellement aucun enjeu majeur pour l'école d'Escoville en cas de renouvellement. Les familles de Normandie-Cabourg-Pays d'Auge ayant des enfants scolarisés à Troarn verront leurs besoins en matière d'éducation primaire comblés par une école ayant bénéficié d'un agrandissement et offrant des services périscolaires correspondant aux attentes. Ce développement structurel répond efficacement à la demande actuelle, c'est-à-dire que sur 143 enfants scolarisés,
Donc vous en avez 27 sur Touffreville, 111 sur Escoville, 1 sur Giberville, 1 sur Banneville-la-Campagne, 1 sur Hérouvillette et 1 sur Troarn. 2 sur Troarn, pardon, parce que sinon le compte n'est pas bon. Et le dernier axe, donc la participation financière équitable. En maintenant la convention, nous contribuons à stabiliser le nombre d'élèves dans l'école d'Escoville. En cas d'accroissement de la population scolaire d'Escoville, à l'avenir, nous ne serions pas contraints d'entreprendre des agrandissements coûteux de l'école. Je vous rappelle le budget 1 500 000 € pour la construction, la restauration, en fait, l'agrandissement de l'école d'Escoville. Ainsi, donc, le renouvellement de cette convention garantit une gestion des ressources et une utilisation optimale des infrastructures existantes, tout en préservant la qualité de l'enseignement. Il est également essentiel de souligner que cette convention repose sur une participation financière équitable. Les frais de scolarité sont partagés de manière juste entre les communes impliquées, ce qui permet de garantir un accès égal à une éducation de qualité pour tous les enfants, indépendamment de leur lieu de résidence. Cette approche contribue à l'équité, qui est un axe majeur, et la cohésion sociale au sein du territoire. En clair, donc, sur Troarn, nous avons 14 enfants concernés, 7 élèves de maternelle et 7 élèves de l'élémentaire. Le tarif de l'école de Troarn pour une maternelle est de 1 295 €. Le tarif élémentaire est de 565 €, ce qui fait aujourd'hui 13 000 €, avec un abattement de 50%, ce qui représente 6 510 €. Sachant qu'avec l'article 23 de la loi 83 663 du 22 juillet, modifié, pose la nécessité du libre accord entre les communes d'accueil et de résidence sur la répartition des charges liées à la scolarisation d'enfants dans la commune d'accueil. Donc il vous est proposé effectivement d'approuver les termes de la convention dont l'instrumentum demeure annexé à la présente délibération. Article 2, de tirer les conséquences de cette approbation en habilitant Monsieur le Président à signer la dite convention. Et article 3, de prendre acte que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal. Merci beaucoup, Kelly. Alors, simplement pour résumer de manière très, très succincte, l'intérêt de l'enfant, et j'allais dire le fait que les parents ne doivent pas être, entre guillemets, victimes de nos frontières administratives telles qu'on les a réglées. Et il n'y a pas de doute que quand on voit où se trouve Saint-Sanson et quand on voit où se trouve Troarn, on comprend que très naturellement, les enfants y là-bas. De manière plus prosaïque, je vais dire les choses telles qu'elles sont. Si jamais Troarn ne les prenait pas, on serait bien en peine de les accueillir à l'école d'Escoville. On ne pourrait pas, de manière très simple. Donc, c'est également notre intérêt. Voilà, donc les choses sont relativement simples et la commune de Troarn ayant, j'allais dire, à partir de cet accord, ayant décidé d'appliquer une réfaction de moitié du coût réel, j'allais dire, c'est tout à fait bénéfique. Voilà, c'est pour ça que alors ça donne lieu quand même, c'est vrai, à une vraie réflexion pour éviter des effets de perméabilité par ailleurs, mais ce cas est quand même très spécifique. Donc je soumets cette convention, l'autorisation de signer cette convention à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Nous passons au point numéro 12, protection sociale complémentaire, risque prévoyance, convention cadre avec le centre de gestion du Calvados. Et c'est Patrice Germain qui rapporte cette question. Patrice Germain, VP Ressources humaines, cette fois-ci. Il s'agit effectivement, de noter que conformément aux dispositions du Code général de la fonction publique, les conseils d'administration des centres de gestion de la fonction publique territoriale du Calvados, de l'Orne et de la Seine-Maritime ont décidé de s'associer et de mettre en place des conventions de participation mutualisées pour la protection sociale complémentaire, ceci à partir du 1er janvier 2023 pour une durée de 6 ans. Après la procédure de consultation
réglementaire, le centre de gestion du Calvados a souscrit une convention de participation pour le risque prévoyance, spécifiquement, auprès de la Mutuelle nationale territoriale pour une durée de 6 ans, à compter, là encore, du 1er janvier 2023. Et les collectivités territoriales peuvent désormais adhérer à cette convention de participation. Alors, 2 formules sont aujourd'hui proposées. La formule 1 comprend la seule garantie incapacité de travail, qui est une garantie à adhésion obligatoire, et les autres garanties sont d'adhésion facultative pour les agents. La garantie incapacité de travail assurerait 90% du traitement indiciaire. La deuxième formule comprend l'ensemble des garanties minimales, et cette deuxième formule deviendra obligatoire à partir du 1er janvier 2025. Donc les garanties qui deviendront obligatoires, outre l'incapacité de travail, c'est la garantie invalidité, également à hauteur de 90% du traitement indiciaire net, la garantie décès, capital à hauteur de 25% du traitement brut annuel, et la garantie maintien du régime indemnitaire à hauteur de 50% pendant la période de demi-traitement. Donc, chacune des collectivités peut décider ou non d'adhérer à ce risque prévoyance et les taux de cotisation sont maintenus pour les 2 premières années, et en cas de majoration éventuelle, l'augmentation serait plafonnée à 5% par an. Donc voilà, il revient ensuite à chaque agent d'adhérer ou pas à titre individuel au contrat groupe, et il est pris en charge sans délai de stage s'il adhère dans les 12 mois qui suivent l'adhésion de l'employeur. Voilà. Ce qui vous est proposé. Alors non, il faut également indiquer que la participation financière de l'employeur est libre avec un minimum de 1 euro et deviendra obligatoire à partir du 1er janvier 2025 avec un montant de base de 7 euros par mois et par agent. Et ensuite, l'agent bénéficie de cette convention. Ce qui vous est proposé aujourd'hui, c'est d'adhérer au titre, d'adhérer en sélectionnant la formule 1 pour les années 2023 et 2024, puis la formule 2 à partir de 2025, d'accorder une participation financière aux fonctionnaires titulaires et stagiaires ainsi qu'aux agents contractuels qui auront adhéré, eux, au contrat, à titre individuel au contrat et à la convention de participation, de fixer le montant de la participation financière à 10 euros par agent. Alors c'est plus effectivement que le minimum qui était proposé, mais ça correspond à la participation actuelle que nous faisons dans le cadre spécifique mis en œuvre au niveau de l'intercommunalité. Et donc, il vous est proposé d'autoriser le président à signer la convention d'adhésion et la convention de participation qui en découle et d'inscrire au budget les crédits nécessaires. Merci Patrice. Est-ce qu'il y a des questions sur cette convention avec le centre de gestion? Non. Donc je la soumets à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Le tableau des effectifs Alors le tableau des effectifs, j'avais oublié de dire, bien entendu, comme à chaque fois que le CST avait émis un avis favorable sur le projet qui vient de vous être soumis et que vous venez de voter. Pour le tableau des effectifs, alors il y a 3 services qui sont concernés. D'une part, au niveau du service scolaire, il est nécessaire d'adapter le temps de travail d'un agent qui n'assurera plus
la surveillance de la cantine sur le temps de midi, et donc il est proposé de changer son temps de travail en fonction de la réalité du travail qu'elle aura à faire désormais. Et puis le deuxième agent pour lequel une décision doit intervenir, c'est un agent qui intervient depuis plusieurs années sur des missions tout à fait importantes du service scolaire, mais une partie prise en charge par Normandie Cabourg Pays d'Auge, une partie prise en charge par la Ligue de l'enseignement. Donc, ce qui est proposé, afin de réduire la précarité à laquelle est soumis cet agent, c'est que la totalité de son poste soit repris par la collectivité et que donc l'emploi correspondant soit créé. Deuxième service, c'est le service du cycle, le pôle du cycle de l'eau, avec le service, le SPANC, qui, comme vous le savez, doit contrôler les installations existantes, et nous avons décidé récemment de justement mettre en place un service de contrôle systématique. Dans le cadre de cette compétence, 2 marchés de travaux viennent d'être engagés, et ce qui est proposé, c'est de renforcer le service assainissement par le recrutement d'un technicien SPAN qui va assurer le suivi de ces marchés. Troisième service, c'est le service réseau et chemin, avec la nécessité d'une mise à jour de la cartographie du réseau des chemins ruraux de randonnée qui sont entretenus par la communauté de communes. Il y a besoin de réaliser un état des lieux très détaillé et de l'actualiser. Pour cette raison-là, il est proposé de recruter sur un contrat de projet de 1 an un chargé de mission chemin de randonnée et itinérance douce, pour élaborer ce travail de mise à jour et donc contribuer à la stratégie de mobilité qui est en cours. Voilà ce que je vous propose. Merci Patrice. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Tristan. Oui. Tristan Duval, Cabourg. Non, juste une remarque sur ce sujet des chemins de randonnée dont j'avais déjà pas mal parlé auparavant. Moi, je m'interroge sur le fait si c'est pas plus pertinent de le faire avec des agences un peu spécialisées sur ces sujets-là plutôt que d'embaucher quelqu'un, parce que ça embrasse tellement de sujets, notamment sur le numérique, notamment sur des parcours à faire au-delà de notre intercommunalité, parce que la randonnée devient une vraie pratique familiale et partagée par tous. Je pense que ça aurait été peut-être plus pertinent, surtout sur un poste aussi court, de peut-être le confier à des gens qui connaissent un peu plus ça. Voilà, je sais, parce qu'en plus trouver un profil comme ça sur un contrat d'1 an, je ne sais pas comment on va être trouver cette personne, mais ça me paraît un peu compliqué. Voilà. Mon cher Tristan, nous sommes complètement d'accord. Donc, en réalité, c'est une fusée à 2 étages. Le premier étage, c'est uniquement une opération d'inventaire par rapport à ce qui existait dans les 3 intercommunalités, de définition de boucles. Et après ça, tout ce qui va être mise en valeur, signalisation, rayonnement sur le territoire, ça serait normalement l'EPIC qui en serait chargé, et avec le recours à des agences spécialisées qui ont bien entendu effectivement toutes les connaissances que nous n'avons pas dans ce domaine. Pas de questions sur les effectifs? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Nous passons au GEMAPI et je donne la parole à Olivier Collin. Merci Olivier. Donc cette première délibération, c'est l'habilitation au président pour la signature de 2 conventions. Une convention avec le Conservatoire du Littoral. Je vous rappelle qu'on a classé 5 digues. Et là, pour le Conservatoire du Littoral, il s'agit de la digue qui se trouve à la hauteur de la Maison de la Nature et qui va quasiment de la Maison de la Nature au pont de Ranville. Et donc il y a un petit bout qui a été, qui dépend et qui relève du domaine public du Conservatoire du Littoral. Et c'est donc une convention qui pourrait
pour nous permettre d'accéder aux parcelles et d'intervenir sur la digue dans la prévention des inondations. Et l'autre, c'est exactement la même chose, mais avec le département du Calvados et sur le CD 514 à la hauteur de la station d'épuration de Merville-Franceville. C'est exactement la même chose, c'est pour nous permettre de pouvoir intervenir et d'entretenir. Dans les deux cas, la convention avec le département, elle est de 10 ans. Juste, Olivier, pour bien comprendre, parce que c'est quelque chose d'un peu complexe, ça ne veut pas dire du tout que ça rentre dans notre système d'endiguement. Non, c'est pour nous permettre simplement de faire les travaux que nous demande l'ADREAL. L'ADREAL passe tous les 4 mois, il nous demande un certain nombre de travaux, il vérifie qu'on les fasse. Et donc, c'est pour mettre en adéquation ce qu'on a fait avec, en fait, celui qui en a la charge théorique. Et naturellement, sur la convention avec le Conservatoire du littoral, on avait un petit bout qui était aussi avec le département, puisque c'est le plan vélo du département. Alors, pour bien comprendre, je m'excuse, mais il faut un petit peu... à l'heure actuelle, par exemple, le département est indiqué comme étant actuel propriétaire et gestionnaire de l'ouvrage. Qui sera demain le gestionnaire de l'ouvrage? On sera 3. Ah oui. On sera 3. Nous sommes chargés par l'ADREAL de l'entretenir contre les inondations. Le département du Calvados a la charge de son plan vélo qui est dessus. Et le département du Calvados a la charge du plan vélo qui est dessus. Et le Conservatoire du littoral, lui, il a le petit bout qui est le plus proche, j'allais dire, de la baie de l'Orne. Et donc, en un mot, c'est nous qui avons la responsabilité du fait de la PI. C'est-à-dire le plus important. Je me méfie toujours des responsabilités partagées, parce que le premier dit les 2 autres vont le faire, celui du milieu dit le premier a dû regarder et le troisième sera un truc, et le dernier se dit puisque les 2 premiers ont signé, on peut y aller. Non, je t'inquiète pas, c'est tout pour nous là. Bon. Là, c'est tout pour nous, avec une vérification de l'ADREAL tous les 4 mois qui fait bien son job et qui passe en disant vous avez bien fait ça, et vous devez faire ça pour la prochaine fois. Pour la PI, c'est tout pour nous. On est compétent en matière de protection contre les inondations. Donc, Après, s'il y a des travaux importants sur le plan vélo, ça se partage avec le département. Et c'est le premier dossier sur lequel Emmanuel a travaillé et où nous étions, tu étais, je me souviens, en vidéoconférence, ça a été un partage entre la communauté de communes NCPA, le Conservatoire du littoral et le département. Mais c'était exceptionnel. C'est sinon essentiellement pour nous. Pas d'autres questions? Je vous invite à voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Donc l'autre dossier, c'est un peu la même chose, mais c'est surtout sur le territoire du littoral, le préfet a observé qu'il y avait 2 TRI, territoires présentant des risques importants d'inondation, Ouistreham et Dives et Cabourg. À partir de ce moment-là, il a souhaité qu'on aille très vite. Le préfet Mosiman a donc demandé qu'on fasse un PAPI et qu'on puisse surtout profiter de tout ce que le PAPI peut apporter, c'est-à-dire sur les études 80% d'aide et sur la réalisation des taux très importants dus au FEDER et au Fonds vert. À partir de ce moment-là, il nous a demandé de travailler avec le syndicat mixte de lutte contre les inondations de l'Orne, et d'autre part avec Camp-la-Mer. Dans le syndicat mixte de lutte contre les inondations, vous avez naturellement la communauté urbaine et le département, Camp-la-Mer, et puis nous, Cabourg-Pays d'Auch, où on profitera d'abord sur l'Orne de leur savoir-faire, et l'idée c'est aussi sur tout ce qui est embouchure de leur savoir-faire. Pour tout ce qui est naturellement dans les marais, c'est nous qui reprenons la main, et sachant que chacun, pour répondre à la question que tu vas me poser, Olivier, chacun étant responsable de sa maîtrise d'œuvre. C'est nous qui engageons les investissements, c'est nous qui les défendons, c'est nous qui, j'allais dire, les faisons. Ce n'est pas Camp-la-Mer qui fera notre partie marais. Mais dans l'esprit du préfet, ce PAPI va nous permettre d'aller beaucoup plus vite et surtout de pouvoir récolter des subventions. Oui, Emmanuel Porte.
Emmanuel Porc, Cabourg. Je me félicite que ce papier voit le jour, puisque évidemment Cabourg, comme Dives-sur-Mer, s'inquiète de l'avenir, surtout en regardant la loi climat et résilience. Je mets à disposition vraiment, et j'incite les services de Normandie, Cabourg, Pays d'Auge à se reprocher de toutes les études qui ont déjà été faites. Parce que franchement, avec Dives-sur-Mer, avec le département, tu le sais très bien Olivier, d'innombrables études ont été faites de divers horizons, de gens très sérieux, et vraiment profitons de toutes ces études qui ont coûté déjà beaucoup d'argent aux collectivités respectives pour avancer sur ce dossier. Je pense que dans ces études, il y a déjà peut-être 80% des réponses aux questions qui se posent au papy. Merci. Merci. Tristan. Oui, Tristan Duval, Cabourg. Non, on peut effectivement se satisfaire de la création de ce papy, mais nonobstant tout ça, on est quand même en train d'accepter des doctrines de l'État qui ne sont pas à la hauteur de l'enjeu et sur lesquelles on ne pourra jamais répondre aux besoins financiers qui vont être ceux qui vont être nécessaires en termes de besoins, en termes d'investissement. Et encore une fois, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je pense que ce n'est pas à l'intercommunalité de prendre cette responsabilité-là. Malheureusement, la loi nous l'oblige. Et là, une fois qu'on est dans la seringue, on est en train de se faire appuyer dessus encore plus. Mais tout ça n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Et bien sûr, des études existent depuis de nombreuses années. Ça, pour payer des études, il y a toujours de l'argent. Mais en attendant, les réalisations sont toujours pas mises en place. Il n'y a pas de plan programmatique. Et le jour où ça arrivera, tout le monde se retournera, les habitants se retourneront vers la communauté de communes et on dira on n'avait pas les moyens de faire. Donc je pense quand même qu'il faut, si on peut mettre des réserves par rapport à ça, ou du moins rappeler des positions de ce type-là, je pense que c'est important parce qu'on ne peut pas se laisser imposer des doctrines comme ça sur des enjeux aussi graves sur lesquels de toute façon on n'aura jamais les moyens de faire ce qu'il faut faire. Pierre Mouraré, Dives-sur-Mer. Je m'associe complètement à ce que vient de dire Tristan Duval. Je l'avais déjà dit au départ, quand il y a eu la création de GEMAPI. C'est pas le bon niveau. C'est-à-dire qu'on va avoir à traiter des problèmes de résister aux inondations sur notre territoire, à notre échelle, alors que c'est un problème qui devrait être pris en compte au minimum à l'échelle de tout un bassin, voire sans doute à l'échelle nationale, et que la solidarité nationale joue dans ce domaine. Alors que là, tout va porter sur nos épaules, et vu l'importance des actions qu'il va falloir mener pour régler ce problème-là avec la montée des eaux qui va arriver, je suis persuadé qu'on n'en aura pas les moyens et qu'on sera face à un mur. Et vraiment, je pense qu'il faut qu'on intervienne, qu'on le dise, qu'on le redise, de façon à ce que quand ça va arriver, eh bien qu'au moins on ait la satisfaction d'avoir alerté tout le monde. Moi, je déplore que l'État n'a rien fait pendant de nombreuses années, mais demande aux collectivités de faire maintenant. Le préfet a beau nous inciter, mais comme viennent de le dire le maire de Cabourg et le maire de Dives, effectivement, les enjeux sont tellement énormes financièrement qu'on ne pourra pas faire face. Et dans la situation actuelle, ne pas oublier que le seul pilier financier des collectivités actuellement, c'est le foncier bâti. Et le foncier bâti, c'est GEMAPI, parce que GEMAPI est assis sur les bases du foncier. Alors comment aujourd'hui, s'étonner que le foncier est en train d'augmenter et de devenir de plus en plus insupportable pour nos habitants. Effectivement, il faut que l'État revoie sa copie en matière de lutte contre les inondations, même si les papis sont d'excellents outils. Merci beaucoup aux uns et aux autres. Oui, Olivier. J'ai envie de vous dire, normalement, je suis assez pessimiste. Je ne suis pas un optimiste de nature, mais là, en vous écoutant, mon Dieu. Alors, je vais essayer de vous donner un peu de brin
d'optimisme. Heureusement que Paul Chandelier, il y a 15 ans, il n'a pas fait comme vous le pensez là. Parce que je vous rappelle que 90 ou 91, il y a eu une très grave inondation à Ouistreham. C'est la création par un papier du syndicat mixte de lutte contre les inondations. Départements et communautés urbaines ont fait le job. Ça fait combien d'années qu'on n'a plus les pieds dans l'eau quand vous êtes à la sortie de l'autoroute pour rentrer dans Caen ou à Ouistreham? Le papy, il a bien joué. Il a fait son job. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que le préfet Mosiman a proposé? C'est d'arrêter de perdre du temps. Et il a raison, Emmanuel. Il y a tellement d'études qui ont été faites qu'aujourd'hui, on a quasiment tout ce qu'il faut comme études. Et il a dit, et il a demandé en un temps record d'études, et il a contracté les études en disant à ses services, en disant à la DTTM et tout ce qui est autour de la DTM de Réal et tous les services de l'État, maintenant on agit et on va, et Tristan Duval a raison, on va vers des actions. Et dans ces actions, il a dit, vous avez des endroits où vous avez de l'argent, et c'est là où il faut aller chercher pour justement aider les comités de communes. Et donc, dans cet esprit, moi je dirais, et ce que je ressens, c'est que la création d'un papy rapidement fait, puisqu'il souhaite, normalement, on ne le fait pas, et là je pense que Denis Leloup, je sais encore mieux que moi, c'est 2-3 ans, et là il a demandé que ça soit contracté en 1 an. Et donc, tout ça allant vers un plan d'action, et derrière il y a une vraie logique de savoir-faire de ce syndicat, où naturellement, quand la mer va être à la manœuvre, parce qu'ils ont l'Orne, et que sur l'Orne, il y a un paquet de choses encore à faire, et que nous avons quand même, je rappelle, 2 estuaires, et on en a parlé il y a quelques minutes, on a une digue qui est classée sur l'Orne, donc on doit s'en occuper, et là on le fera à travers et avec eux, et de l'autre côté, il y a un savoir-faire de papy, où on va profiter de tout ce que sait déjà faire ce syndicat, pour gagner du temps, et surtout passer j'allais dire, un objectif de réalisation. Ensuite, j'ai juste envie de vous dire qu'aujourd'hui, sur les marais de la Dive, les 74 infrastructures déficientes sont bien répertoriées, qu'avec les ASA, on a mis un plan d'action, que j'ai rencontré plusieurs fois, et j'ai revu le nouveau directeur du Conservatoire du Littoral, où j'ai bien réinsisté sur le fait que vous avez et Denis Leloup le connaît parfaitement, on a des endroits où vous n'avez pas l'action des ASA, il y a des terrains d'un propriétaire qui n'a pas le droit aux ASA, ce qui fait que ce n'est pas entretenu, et il faut absolument qu'on reclasse ces parties pour que toutes les ASA puissent intervenir sur l'ensemble des marais, et à partir de là, je vous jure qu'il y a 5 casiers sur l'ASA de la Divette. Si on arrive à en faire 3 dans les 2 ans, on ira vers les 74 infrastructures qui seront refaites, et à partir de ce moment-là, vous aurez une éponge qui sera régulée, et quand elle se gonflera, Pierre, eh ben on verra si ça fonctionne. Et si ça ne fonctionne pas, il faudra imaginer des bassins d'extension. Mais pour l'instant, faisons circuler nos canaux, refaisons ce qu'il faut faire, et protégeons, si vous me demandez ce qui m'inquiète le plus, je le dis bien fort, ce n'est pas le côté de Dives qui m'inquiète, c'est à la hauteur entre le pont de Cabourg et le pont du CD400, côté Cabourg, à la hauteur de l'ancienne caserne des pompiers. Et donc c'est là où effectivement nous commençons, et on vous proposera des investissements de ce côté-là. Oui. Ce qui est important pour nous, Olivier, avec monsieur le maire de Dives, je pense, c'est d'avoir vraiment une doctrine claire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu nous annonces là, et puis tu l'as fait auparavant également, des actions ciblées, d'avoir répertorié le tout, mais est-ce que tu pourrais nous faire un document clair doctrinal sur ce que tu es en train de faire? Parce qu'on t'entend pêle-mêle, et on en prend acte, hein, d'avoir répertorié. Alors je sais que des commissions ont travaillé dessus, il n'y a pas de problème, mais est-ce qu'on pourrait avoir une synthèse, un document synthétique là-dessus, sur tes ambitions, sur justement l'aménagement de ce marais? Tu parles d'éponge très bien avant de parler de bassin d'extension. Tout ça, on a besoin, nous, à mon avis, sur la côte, de pouvoir mesurer
à quel point ce travail est fait et comment il est fait, parce que je rappelle quand même que dans le Marais, nous avons beaucoup d'empathie pour sauver l'agriculture, il n'y a pas de souci là-dessus, mais nous, c'est un danger de vie ou de mort. Donc vraiment, on a besoin de cette synthèse si c'était possible. Elle est prévue, Emmanuel, puisque chaque vice-président doit faire son état. Elle est prévue, je ne sais plus si c'est octobre ou novembre, et on vous présentera l'intégralité. Après, pour ceux qui siègent à la commission GEMAPI, j'ai fait en juillet l'état de 3 ans de travail. Et j'ai bien expliqué où on en était et où nous allions. Et donc, j'espère que les uns et les autres de chez vous, de chaque commune, reportent les travaux que nous faisons. Christian ? Oui, non, juste peut-être pour conclure, mais je crois qu'il ne faut pas confondre les outils et les risques. Et que les outils qui sont mis en place par l'État sont peut-être utiles, ou du moins des pis-aller, mais comme souvent, l'État décentralise ce qu'il devrait centraliser et centralise ce qu'il devrait décentraliser. C'est-à-dire que sur beaucoup de sujets, on demande de la décentralisation ou on demande de pouvoir au plus près du terrain, mais sur un enjeu comme ça, et je rejoins ce que disait Pierre il y a quelques instants, c'est que, je veux dire, la nature, elle ne s'arrête pas à des découpages administratifs en se disant je ne vais pas déborder à cet endroit-là ou je ne sais quoi. À chaque fois qu'il y a eu des annonces où on nous disait ça n'arrivera jamais, on a bien vu que parfois c'est arrivé, que ce soit en Vendée ou ailleurs. Et je pense que, bien sûr, il faut continuer à faire ce travail-là et ce plan d'investissement pluriannuel et un programmatique. Mais à côté de ça, je pense qu'il faut quand même faire des démarches contre l'État, ou du moins faire savoir quelles sont les positions des élus sur ce sujet, parce que on est en train de subir une doctrine de l'État et sur lequel je pense qu'on n'aura jamais les moyens financiers pour couvrir l'ensemble des risques que va nous lister Olivier le moment venu. Et même si on fait un plan programmatique, on ne sait jamais par où ça arrivera, quoi. Voilà. Je rajouterai juste un point. Il n'y a aucune critique sur le travail qui est fait au niveau de la communauté de communes. Et ce qui est fait est bien fait. Moi, je n'ai pas de remarques à faire là-dessus. Ce qui m'inquiète, c'est au final le coût que ça va avoir pour la collectivité. Il faut prendre en compte en plus les problèmes de montée des eaux qui va arriver dans les années qui viennent et qui nous mettra en face de problèmes qu'on n'est même pas aujourd'hui en capacité de prévoir. Donc oui, ce qui est fait est bien. Oui, comme le dit Tristan, les outils sont là et on les met en œuvre et on les confectionne à la limite. Ça, c'est très bien. Mais n'oublions pas que c'était auparavant une mission de l'État et que l'État s'est déchargé sur les collectivités pour le faire. Et je trouve que ce n'est pas le bon niveau, même si ce qu'on fait est très bien, même si on y met tout notre savoir-faire et toutes nos compétences, mais on n'est pas au bon niveau pour le faire. Juste un mot. Je voudrais quand même vous dire à tous que c'est la première fois que nous avons un préfet qui a dit « je saisis le sujet » et qui a dit « j'ai 2 TRI ». Oui, mais excusez-moi, il a tout mis en place. Il a tout mis en place. Et donc aujourd'hui, les 2 TRI, c'est lui qui les a annoncés. Il a dit Ouistreham, et puis tout de suite, après, il a dit « attention, il y a Dives et Cabourg ». Et il a immédiatement dit « comment on peut faire ?» Et il a, à marche forcée, réuni tout le monde. Donc, j'allais dire, effectivement, moi, mon pragmatisme à moi, c'est j'ai une problématique, il faut la résoudre et il faut la travailler. Je laisse, vous savez, envoyer des lettres, dire que c'est l'État, c'est pas bien, etc. Moi, je préfère la méthodologie de la fourmi qui bosse. Et donc, je sais comment on fait, je l'ai expliqué à ma commission, je sais ce que je mets en place, et je sais aussi que le PAPI, ça va être une grande chance pour nous. Et puis, il y a des choses qui avancent du côté de l'État, puisque aujourd'hui, on a une bathymétrie qui se fait sous le pont de Cabourg, on voit nettement mieux les choses, et je vous jure que ça avance vraiment, et que effectivement, et là je rejoins... Attends, j'ai oublié ton prénom. Géry Picodot, il ne cesse
de parler de vos problématiques quand nous sommes en réunion. Et là j'ai dire, je prends la problématique, on n'a classé que 5 digues, parce que je sais que c'est ces 5 digues qu'il fallait classer, que pour Cabourg, vous n'aurez jamais une submersion d'une vague par en dessus, mais par contre, la problématique viendra par l'intérieur. Donc c'est ça, et quand je parle de cette éponge qui doit se gonfler, c'est qu'il faut que tous les canaux qui sont aujourd'hui dans les marais soient efficients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez quasiment plus de la moitié des canaux qui n'ont plus d'eau. Et quand je dis au préfet, et je le dis au préfet, je lui ai dit plusieurs fois que j'avais besoin d'une police de l'eau, parce que je l'ai fait sourire en lui disant, dans les marais, et pour ceux qui connaissent bien les marais, c'est Lucky Luke. Vous avez les O'Hara et les Sullivan, les grandes oreilles et le grand nez, et chacun fait que ce qu'il veut. Et donc aujourd'hui, la régulation de l'eau dans les marais, ça doit être effectivement avec une police qui la gère. C'est-à-dire il faut laisser ceux qui savent, j'allais dire, mettre l'eau dans les marais, que ce soit l'ASA de la Dive ou de l'ASA de la Divette, ça ils le savent parfaitement, mais il faut sincèrement éviter que X ou Y lève ou ferme une petite vanne, parce que ça l'arrange dans son propre terrain. Et c'est toute la problématique. Et là, je vous dis tout de suite, on ne réussira pas si on n'a pas une police qui permet effectivement de réguler ça. Et tout à l'heure, quand j'entendais Pierre Moiré dire il faut peut-être parfois passer aux sanctions pour les déchets, et bien là, ça aussi un peu la même chose. Parce qu'on pourra avoir, Tristan, les meilleures façons de faire, si derrière l'être humain lève la porte à flot, et ben tu peux toujours y aller, ça ne sert à rien. Merci. On clôt pour ce sujet. Donc, je soumets à votre vote la délibération qui vous a été proposée. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Dernier dossier à l'ordre du jour. Alors, on a déjà eu la même chose avec au moins 8 ou 10 communes sur notre communauté de communes. Donc, c'est la convention pour l'entretien des routes départementales sur le territoire aggloméré, donc en agglomération des communes de Cabourg et de Ranville. Et donc, il est simplement rappelé la répartition des charges, à savoir que le département est en charge de la chaussée principale entre les caniveaux, il est en charge des accotements enherbés sans emménagement immobilier, et il est en charge des pistes cyclables départementales, la signalisation directionnelle notamment, et le curage de fossés et pour les accotements non aménagés. Voilà donc la mission du département. La communauté de communes, elle est en charge des pistes cyclables d'intérêt communautaire, et dans l'ensemble des autres missions relèvent de la commune. Voilà, donc trois intervenants. La communauté de communes, donc ce qui nous concerne et le vote d'aujourd'hui, c'est uniquement les pistes cyclables d'intérêt communautaire. Pas de questions, pas de remarques, et donc il s'agit des communes de Ranville et de Cabourg. Des votes contre, des abstentions, unanimité, merci. Gérard Naimi m'a demandé à pouvoir dire un mot. Oui. C'est bon? Oui, c'est bon. Je voulais juste vous dire que je suis confronté depuis quelque temps à des non-administrés qui contestent systématiquement le bien fondé du PLU. Ces contestations sont agrémentées de menaces, d'intimidations et d'agressions sur les réseaux sociaux. J'ai dû recourir à la prestation de notre conseil juridique. J'ai dû faire appel à la gendarmerie pour un signalement. Alors, je tenais à remercier notre président, M. Paz, pour son aide, le service instructeur, en la personne de Mme Le Poitvin, et de notre DGS qui m'ont soutenu et qui m'ont aidé, parce que je vous assure, c'est la guerre et ça ne rigole pas. Merci de votre écoute. Merci, merci Gérard. Non, mais, enfin, on connaît tous ce phénomène des réseaux sociaux et j'allais dire de la parole qui part.
enfin, j'évoquais avec le préfet le fait quand on a un permis de construire qui est refusé pour des raisons tout à fait valables et qu'on dit il ne faudra pas être étonné qu'un agriculteur de plus se suicide. Faut voir, j'allais dire, la pression qu'on met sur les épaules de l'élu, et ça c'est plus acceptable du tout. On applique nous un certain nombre de règlements, de lois, et on essaie de le faire le mieux possible et dans l'intérêt du territoire et des citoyens. Enfin, tu parles de PLUI, je peux te dire que, enfin, on a eu la réunion sur le ZAN. Là aussi, je pense véritablement, mais je pense véritablement que ça a été fait. Je ne sais pas dans quelles conditions, mais je suis, enfin, je vous donne mon sentiment. Si avant le mois de juin prochain, il n'y a pas un texte qui revoit de manière fondamentale la loi climat et résilience et la proposition, enfin, le projet de loi qui a été défendu par les sénateurs pour un peu édulcorer, mais qui a aussi complexifié les choses sur le ZAN, je pense que les choses vont aller très très mal, parce que c'est absolument inapplicable sur le terrain. Oui. Non, enfin, tu évoques un sujet que je voulais évoquer en questions diverses, parce qu'on a assisté à la même réunion sur cette zéro artificialisation des sols. Je pense qu'il faudrait qu'on fasse une motion de l'ensemble du Conseil communautaire sur ce sujet, signée vers nos parlementaires, parce qu'effectivement, on a l'impression que c'est sorti d'un cerveau kafkaïen datant des années 50, quand on voit les tableaux, les modes de calcul, les modes de logique, enfin, je veux dire, c'est à ne rien y comprendre. C'est souvent fait, enfin, je dis souvent... moi qui suis souvent à Paris, on a l'impression que les lois sont faites par des types qui habitent rue Saint-Dominique et qui vont à vélo à Matignon. Donc du coup, ils ne connaissent pas grand-chose du reste. Mais c'est vrai que je pense qu'il faut que l'ensemble des élus se mobilisent, qu'on fasse une motion à ce sujet, qu'on envoie à nos parlementaires, aux ministres de tutelle sur le sujet, parce qu'effectivement, c'est dramatique pour tout le monde, quoi. Alors, je dis, c'est un peu moins pour Cabourg, parce qu'on est déjà urbanisé à 90%, donc il n'y a pas d'enjeu pour nous, en fait, hein, réellement, mais un petit peu quand même, mais pas tant que ça. Mais je pense que pour l'ensemble des communes françaises, d'ailleurs, mais j'imagine que c'est pour toute la France pareil, oui. Mais c'est un drame absolu, quoi. Voilà. Donc je voulais qu'on essaye de faire pour le prochain conseil communautaire. Avec plaisir, avec plaisir. Je partage à 100%. Oui, Denis. Cette question, et effectivement, on a de quoi être inquiet parce que les enveloppes urbaines sont concernées. Ça veut dire que les friches urbaines, elles peuvent très bien demain être bloquées. Alors, à ce sujet, le SCOT va délibérer sur la question le 7 octobre prochain. Et ce qui serait intéressant, c'est qu'on ait en amont un peu le contenu de cette délibération. Mais je sais très bien, pour en avoir discuté avec M. Bonafé, que toutes ces questions qui posent problème vont être soulevées dans cette délibération. Alors, Denis, pour compléter un petit peu, à mon avis, il y a deux niveaux. Le premier niveau, c'est la loi climat et résilience et le texte qui a été voté par les sénateurs. Et ensuite, il y a le SRADET, j'allais dire, qui est un peu le véhicule qui permet d'amener sur le terrain cela. J'ai eu des échanges avec Hervé Morin aujourd'hui parce que je considère que la loi est complètement imparfaite et que le SRADET n'est pas parfait lui aussi, parce que notamment l'outil qui permet de calculer l'utilisation, l'artificialisation des sols, qui en réalité est un outil fiscal, donc voilà, m'apparaît complètement. Enfin, on a vu, je prends un cas très simple, le poste de secours de Merville-Franceville, ce parking que chacun connaît, on a refait juste un niveau sur la terrasse, il y avait donc même occupation, on n'a rien dépassé, et c'est compté comme une artificialisation du sol de cette surface-là. Donc ça ne correspond pas à une réalité. Et il en est de même quand on détruit un bâtiment et qu'on en reconstruit un autre. Voilà. Donc ça nous pénalise. Comme tu le dis à juste titre, ça va nous bloquer. Auparavant, on nous disait, avant d'ouvrir ailleurs, remplissez vos dents creuses. Maintenant, les dents creuses vont compter également. Et donc, dire, quand on a des friches, on n'a presque plus aucun intérêt à le faire puisque ça va rien rapporter. Et puis surtout, j'allais dire, enfin, on a sans doute, chacun le reconnaît, on a sans doute ouvert trop largement l'urbanisation et on s'est trop étendu. Mais là, le retour de balancier est fait avec une telle force et une telle vitesse, et j'allais dire dans des conditions telles que
je pense, moi, que c'est inapplicable. C'est-à-dire que, enfin, on a confronté les chiffres lors d'une réunion qu'on a eue il y a quelques jours. On voit bien qu'on n'y arrive pas. C'est pas possible parce qu'il va falloir compter les giratoires, il va falloir compter les bouts de route qu'on va faire. Et on voit bien. Et je prenais l'exemple alors de Goustranville. Goustranville, c'est 45 hectares. Si la région nous dit qu'elle en prend 70% et que Goustranville doit en assumer 15%, la commune à elle toute seule, alors qu'on a un total de 80 pour l'ensemble de l'intercommunalité. Enfin, vous voyez, un chiffre comme ça nous démontre, et le problème est même pour le centre sportif de Normandie, voilà, on va très vite être confronté à des chiffres où on voit bien que ça ne colle pas, c'est pas possible. Juste pour abonder dans ce sens-là, par exemple, nous, on a une école maternelle où il n'y a plus d'école maternelle, ce sont des bâtiments qui sont là. Si on veut simplement transformer ces bâtiments en habitation, ce qui serait tout à fait logique voilà, eh bien, on ne peut pas le faire parce que finalement, c'est comptabilisé comme de l'artificialisation. Et puis, c'est complètement contradictoire avec ce qui nous a été dit pendant longtemps, qu'il fallait urbaniser là où c'était déjà urbanisé. Et c'est en plus, aujourd'hui, avec la crise du logement qui s'annonce et dont tout le monde dit que ça va être un tsunami qui va nous arriver, eh bien, là, on met des freins à la construction, on met des freins à la construction de logements. Je trouve que c'est aberrant, donc c'est vrai, moi, je pense qu'il faut intervenir, qu'il faut agir pour essayer de faire bouger les choses pour cette loi. Alors, deux choses. Premièrement, pour répondre à Denis Leloup, oui, Denis, on va faire parvenir notamment aux personnes qui vont au SCOT l'argumentaire que nous, on développe, qui va reprendre ce que je viens de dire à la fois. Mais je veux dire, le SRADET ne peut pas être rendu responsable de la loi. En réalité, voilà, le SRADET, il applique la loi. Et nous, on a des griefs contre les deux. Moi, j'ai des griefs contre les parlementaires qui ont voté la loi, même les sénateurs. Et j'ai des griefs, et je trouve que le SRADET a sans doute, j'allais dire... Oui, exactement. Voilà, bon. Et donc, on va bien faire la part des choses. Et je propose qu'on prépare pour le prochain conseil communautaire une motion à l'intention de nos parlementaires, députés et sénateurs pour leur dire ouvrez les yeux. Il y a un moment donné, il faut quand même se rendre compte qu'on peut, effectivement, on peut avoir de belles ambitions, de bonnes intentions, mais si ça tue le territoire, voilà, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et pour le SRADET, on va faire la liste des améliorations possibles. Et moi, c'est ce que j'ai dit à Hervé Morin cet après-midi. À mon avis, la première chose, parce que lui n'est pas très favorable, la première chose, c'est d'accepter le délai de 6 ou 8 mois qui nous est donné, parce que j'allais dire, jusqu'à présent, effectivement, la région organisait beaucoup de réunions, mais alors on parlait de grands pourcentages, de grandes enveloppes et tout. C'est au moment où on applique sur le terrain qu'on voit la difficulté, l'impossibilité même de mettre en œuvre. Voilà, donc maintenant qu'on a fait cet exercice, j'allais dire, on peut revenir à la table des discussions en étant plus, j'allais dire, mieux informé, plus conscient de ce que ça représente comme difficulté. Tristan Duval. C'est bon, oui. Non, et puis surtout, il faut mettre en avant un risque qui est déjà quand même prégnant sur nos territoires, c'est le coût de l'immobilier. Ça va renchérir encore le coût de l'immobilier parce que puisqu'on ne pourra pas construire, ça va avoir ce truc. Et on va arriver dans un pays où maintenant, avoir un pavillon et avoir une voiture, c'est être très très riche. Donc ça va devenir un peu compliqué. Mais voilà, je pense qu'il y a des démarches à faire pour s'opposer à ça. On va préparer ça, donc, et une motion pour le prochain conseil communautaire et un argumentaire pour la prochaine réunion du SCOT. Pardon, oui, Emmanuel. Emmanuel Porte-Cabourg, juste un mot. Est-ce qu'on peut élargir cette motion, pas seulement aux parlementaires, mais aller jusqu'au ministère, voir dans les organisations de direction générale des services et autres, puisque moi, ma capacité d'indignation reste énorme par rapport à ce que nous a présenté comme schéma parlementaire et comme schéma de fabrication de la loi. Aujourd'hui, pardon de le penser, mais la démocratie a quelques lacunes. Quand on a entendu nos sénateurs expliquer comment a été préparées ces lois et comment l'administration centrale s'arroge aujourd'hui le privilège par décret de casser la loi et de la remanier à sa main, eh bien, je trouve ça, moi, très, 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 très inquiétant.
Donc si on pouvait aussi s'adresser au pouvoir administratif et réglementaire, puisqu'on en est là, eh bien allons jusqu'au bout de la démarche. Très bien, merci Emmanuel. Je vous signale que vous avez tous le rapport d'activité 2022. Il est temps, puisqu'on arrive bientôt en octobre 2023, donc vous pouvez, qui résume ce qui s'est passé pendant l'année 2022. Et puis alors je ne voulais pas que vous partiez sans, puisqu'il y a des nouveaux visages derrière vous. Donc Ludovic, c'est son premier conseil. Oui, alors Ludovic Leduc, qui est donc notre nouveau directeur général aménagement. Voilà. On a Agathe, hop là, je me tourne de l'autre côté, voilà. Agathe Verger, donc, qui s'occupe du développement économique, de l'aménagement du territoire. Et puis Sandrine, tout le monde ne la connaît pas encore, elle assure le suivi notamment des directeurs, tout ce qui est, vous êtes assistante des directeurs et de Radia, voilà. Très bien, mes chers collègues, merci infiniment pour votre présence et votre travail et bonne fin de soirée à vous.